Bonjour, voilà, je m'appelle Loïc Penn. Je fais une vidéo à la demande du site Un Pognon de Dingue. On m'a demandé, alors on m'a envoyé une série de questions sur l'épidémie, sur la politique de santé. Donc je suis médecin urgentiste. Le Covid, j'y suis confronté d'abord par mon exercice professionnel aux urgences, puisque dans un premier temps, nous avons eu des patients Covid+ arrivant aux urgences. Je travaille à l'hôpital de Creil, qui est l'endroit où le premier patient Covid a été détecté en France. Donc on a eu le triste privilège d'essuyer les plâtres sur la gestion du Covid. J'ai travaillé aussi et je travaille encore sur des circuits spécifiques Covid. Alors c'est des endroits où on voit les patients qui sont suspects de Covid et on les confirme. Ça évite en fait d'avoir fait ces circuits spécifiques, de mélanger les patients Covid avec les patients habituels des urgences, qui sont en général des patients fragiles, et donc pour lesquels le Covid est dangereux, puisque ce sont ces patients fragiles, âgés avec de fortes comorbidités, qui risquent de faire les formes graves de la maladie Covid-19. Donc voilà, dans les questions, il y avait entre autres comment les soignants ressentaient les choses, puisque ça fait quand même des années qu'on est sur une crise hospitalière. Donc comment avons-nous les moyens aujourd'hui de travailler? Alors déjà, la première chose, c'est qu'il y a eu une énorme colère chez les soignants, parce que ça fait des années que on vit une austérité terrible, des années qu'on alerte. L'année qui vient de passer a été une année de lutte, une année d'un grand mouvement des urgences, puis de l'ensemble de l'hôpital, avec les syndicats, le comité interurgence, le comité interhôpitaux, tout un tas de gens qui se sont mobilisés pour expliquer qu'on avait besoin de moyens à l'hôpital, qu'on était au bord, les mots ont été prononcés, de l'effondrement à l'hôpital public. Donc rien n'a été fait, les réponses à ce qu'on disait n'ont pas été apportées. Et par-dessus ça, on prend une épidémie. Alors certes, on nous dit que c'était pas prévisible. En effet, personne n'avait prévu que un virus sortirait du bois en Chine en décembre. Ça, ok. Par contre, tout le monde avait prévu qu'en cas d'épidémie, et ça fait des années que les épidémiologistes, mais l'ensemble des médecins avertissent sur le risque d'une pandémie. Donc on savait là par contre qu'avoir un hôpital public en mauvais état, incapable de répondre à ses missions en temps habituel, ce serait pas une aide pour prendre en charge une épidémie, et ça se confirme. On a quand même expliqué que à chaque hiver, à chaque épidémie de grippe, à chaque long week-end, à chaque petite canicule en été, on n'était plus capable de prendre en charge correctement les gens, que l'hôpital était au bord de la rupture. Il était évident qu'avec une pandémie de ce genre, on allait être en grande difficulté. Et on l'a été. On l'a été non seulement sur nos capacités d'hospitalisation, il a fallu bricoler en catastrophe, et il y a eu un formidable mouvement, une formidable mobilisation de tous les soignants pour pallier finalement au manque qui n'aurait pas dû exister, mais pallier en créant des ex nihilo, des places en réanimation, des places Covid dans les hôpitaux. Il y a eu cette formidable mobilisation, mais quand même, on serait parti tout à fait différemment si on était parti d'un hôpital public en bon état, et si on avait eu autant de lits de réanimation rapportés à la population qu'en Allemagne. Si on avait juste eu ça, on aurait eu d'entrée de jeu 10 000 places de réa et pas les 5 000 qu'on avait. Donc voilà, il y avait une impréparation terrible qui s'est suivie d'une véritable faillite logistique. Je vais pas refaire ici l'histoire des masques, des surblouses, du gel hydroalcoolique, mais voilà, on était en manque de tout, on l'est toujours en grande partie, malgré les annonces gouvernementales. Les masques arrivent sûrement à dos d'escargot, parce que voilà, on a quand même encore des matériels qui sont contingentés, et puis il y a des endroits qui sont aujourd'hui de véritables trous noirs dans la santé, qui ont été approvisionnés quand ils le sont très très en retard. Ce sont les EHPAD, ce sont les professionnels qui travaillent en ville qui ont donné au compte-gouttes des masques. On a là aussi, les soignants ont payé un lourd tribut à l'hôpital, mais en ville aussi, et dans les EHPAD encore plus. Donc on est sur toute cette série de choses qui a provoqué de la colère. Alors dans les questions, il y avait aussi, est-ce qu'on a été contraint de choisir les patients, de choisir les patients qu'on mettrait en réanimation selon des critères d'âge ou de gravité. Alors déjà, ça on le fait toute l'année.
on le fait pas en disant on laisse aucune chance. On le fait en disant est-ce que mettre ce patient en réanimation va avoir un bénéfice pour lui. C'est-à-dire que si on a un patient qui est au bout de sa vie, et dans les hôpitaux, c'est comme ça, on vient aussi quand on est près de mourir. Et est-ce que quand on a un patient qui est au bout de sa vie avec des complications multiples, un cancer en stade terminal, que sais-je, faut le mettre en réanimation? La réponse est souvent non, parce que s'il n'y a pas d'intérêt à prolonger quelqu'un 3 jours, une semaine, même un mois, dans des conditions qui s'apparentent de fait à de la technotorture, parce que la réanimation, c'est de l'acharnement. C'est son rôle. Nous, ce qu'on veut pas, c'est de l'obstination déraisonnable, c'est-à-dire mettre des patients sur une situation où on va s'acharner à les maintenir en vie, à les sauver, si de toute façon ils ne peuvent pas l'être. On est prêt à faire des choses dures, mais on n'est pas prêt à faire des choses dures pour rien. Il faut qu'il y ait un espoir au bout. La logique qu'on a toute l'année, qui a été un débat. Beaucoup de gens nous disent, en temps normal, on ne veut pas que vous vous acharniez. J'aime pas le terme, je préfère obstination déraisonnable, parce que des fois, il faut vraiment s'acharner. Mais le message est très clair. N'allez pas faire des choses violentes à mon grand-père, à mon père qui est en fin de vie, alors que de toute façon, il n'y a aucune chance. Et ces gens ont raison. Donc pour le Covid, on a eu la même démarche. C'est-à-dire qu'il faut raisonner humainement. Si on n'a aucune chance, on ne va pas aller mettre des tuyaux, des piqûres, des cathéters et que sais-je pour une fin de vie. On a un peu débordé ça sur le Covid. Alors moi, je n'y ai pas été confronté. L'hôpital où je travaille n'y a pas été confronté. On est resté sur notre évaluation habituelle, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un bénéfice pour le patient à aller en réanimation ou pas. Même si à certains moments, on était à la limite parce que c'était tellement tendu en réanimation que on était à dire est-ce qu'on peut attendre un peu pour le mettre en réanimation parce que celui-là est plus grave. Enfin voilà, il y a eu quand même du jonglage, mais globalement on a réussi à rester dans notre pratique habituelle. Ça n'a pas été le cas partout. Il y a des endroits où en effet on a tranché sur ceux qui avaient le plus de chance. C'est affreux, mais c'est une logique de médecine de catastrophe parce qu'on était dans cette situation-là. Alors ceux qui ont le plus subi ce débordement des services hospitaliers, c'est l'Alsace, parce que le début de cette contamination en Alsace s'est fait dans un contexte bien particulier, avec une réunion évangélique regroupant des centaines de personnes, donc des cas qui se sont multipliés très rapidement. À l'inverse, dans l'Oise, pas qu'on ait été épargné, la mortalité dans l'Oise a augmenté de 40% sur le dernier mois, mais on a commencé par un cas. Et donc, en commençant par un cas, la rapidité de propagation a été moindre. Et donc, nos services ont été certes en forte tension, plus qu'en forte tension, puisqu'on avait beaucoup de patients hospitalisés dans les couloirs des urgences et dans des conditions d'isolement qui n'étaient pas toujours très simples, mais on n'a pas subi finalement le débordement qui a pu avoir lieu dans certains hôpitaux alsaciens. Voilà. Il y a aussi une autre question. Alors, je regarde par là parce que je les ai notées là, les questions. Une autre question qui était y a-t-il eu un renoncement aux soins hospitaliers pour des patients qui n'étaient pas Covid et pourront-ils être pris en charge à temps? Alors oui, pas seulement hospitaliers d'ailleurs. De nombreux patients n'ont pas consulté, qui ont des pathologies chroniques et des pathologies aiguës. Ils n'ont pas consulté par peur d'être contaminés par le SARS-CoV-2, d'avoir la maladie Covid-19. Ils n'ont pas consulté à l'hôpital, ils n'ont pas consulté en ville non plus. Les médecins généralistes ou les médecins spécialistes de ville nous rapportent exactement les problématiques que nous avons constatées sur les hôpitaux, c'est-à-dire une diminution très conséquente des consultations, avec des drames. Alors, pourront-ils être pris à temps? On a vu des patients attendre avec une douleur thoracique et finir par décéder d'un infarctus parce qu'ils ne voulaient pas venir pour le Covid-19. Alors, je dis des patients, il y en a pas. Dans mon expérience, il y en a sûrement d'autres, mais nous, on en a constaté un. On a vu des patients quasiment étouffants attendre des heures avant d'appeler les secours, espérant que ça allait passer, pour ne pas avoir de contact avec le Covid-19. Donc ceux-là, certains on les a rattrapés, d'autres non. Il y aura des catastrophes collatérales. Et puis après, ce sont des patients qui ne font pas leur suivi sur des problèmes de diabétologie, de cancérologie, de pneumologie, que sais-je. Un des praticiens de l'hôpital me rapportait qu'il était quand même surpris de ne pas quasiment pas poser de piles depuis le début de l'épidémie, alors que des
des troubles du rythme cardiaque nécessitant une pile, il y en a de façon très régulière. Donc ça veut dire qu'on a des gens qui se baladent avec des rythmes cardiaques pathologiques et qui ne se font pas soigner. Donc on rattrapera pas tout, hein, et on ne peut qu'inciter les gens, mais plusieurs de mes confrères l'ont fait, aujourd'hui les grands médias le font, à consulter, même pendant l'épidémie, en tout cas ne pas arrêter leur suivi médical et en cas de pathologie aiguë à venir, quoi, parce que là on peut quand même avoir des conséquences dramatiques, mortelles. Voilà. Donc pour la suite, on y arrive. Le président Macron a annoncé un déconfinement le 11 mai. On me demande si je crains craint-on une seconde vague épidémique. Bah oui, évidemment. C'est la réponse qu'on a apportée à cette épidémie, qui est le confinement non discriminé. On a confiné tout le monde. On le fait déjà sur une logique de pénurie. On le fait parce qu'on n'est pas capable de tester de façon massive les patients malades et les contacts. On n'a pas les tests. Au moment où la décision va être prise, on ne les a toujours pas en nombre suffisant aujourd'hui. Mais à l'époque, on est vraiment à poil. Voilà, il n'y a pas de test, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de matériel de protection. Rien n'a été anticipé malgré l'alerte de l'OMS en janvier. Donc, on est contraint à isoler tout le monde. Depuis, on court après le matériel, les places à l'hôpital. J'ai décrit ce qui a été fait, la mobilisation des soignants. On court après tout ça et on n'est toujours pas bon. On est toujours à discuter, faut-il ou non des masques. C'est tranché. L'Académie de médecine a dit qu'il fallait des masques. Et ils ont raison. Là encore, il y a eu souvent des incompréhensions. Moi, j'y ai sûrement contribué en expliquant que le masque chirurgical n'était pas protecteur. Il ne l'est pas. Le protecteur, c'est bien le FFP2, celui qu'aujourd'hui on a réservé aux soignants parce que de toute façon il n'y en a pas beaucoup, enfin, insuffisamment en tout cas pour l'utiliser dans toute la population. Par contre, si tout le monde se masque avec un masque chirurgical, on évite de se contaminer les uns les autres et on ralentit, voire on arrive à stopper à certains endroits l'épidémie de ce virus. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur le plan médical. L'Académie a tranché et bien tranché. Il reste un débat sur le plan politique parce que pour l'instant on ne les a pas les masques. On nous en annonce des millions tous les jours, mais on voit jamais où ils arrivent. Enfin bon, il y a quelque chose d'assez extraordinaire là-dessus. Donc oui, l'épidémie va repartir. Alors elle ne repartira pas dans les mêmes conditions, même si là j'ai lu comme tout le monde l'étude de l'Institut Pasteur qui nous dit environ 6% de la population est immunisée. Sachant qu'on n'est toujours pas bien sûr de la durée de cette immunité, hein, c'est encore quelque chose qui est au niveau de la recherche. On n'a pas de certitude définitive sur cette histoire-là. Donc 6%, c'est pas grand-chose. En tout cas, ça fait pas de quoi arrêter l'épidémie par le phénomène d'immunité collective. Alors l'immunité collective, je fais un petit aparté là-dessus. C'est le principe qui consiste à dire laissons les gens se contaminer. C'est ce qu'avait envisagé l'Angleterre et son Premier ministre. Laissons les gens se contaminer et à partir de 60 à 70% de gens contaminés, le virus subit finalement une barrière humaine, c'est-à-dire que nos gestes barrières, ne pas se toucher, là sont remplacés par l'impossibilité par les gens d'être contaminés puisqu'ils sont immunisés. Donc l'épidémie s'arrête d'elle-même, faute de pouvoir se transmettre comme ça de l'un à l'autre. Alors c'est une stratégie qui se tient, c'est bien gentil, sauf que les conséquences en termes de décès sont effroyables. C'est ça d'ailleurs qui a fait que, après avoir fait cette stratégie d'immunité collective, l'Angleterre a fait machine arrière et a confiné parce qu'ils ont réalisé à quel point ça allait être catastrophique. Je n'ose pas dire que ce sont pour des considérations d'inquiétude politique sur l'effet que ça pouvait avoir de laisser mourir les gens comme ça, mais en tout cas, voilà, ils ont repris une stratégie plus humaine qui consiste à protéger la population. Alors, on peut toujours en discuter. Hein, moi, je suis opposé à cette démarche parce que ce virus n'est pas très létal. Alors, ça peut paraître pareil assez affreux de dire un truc comme ça. Il y a plein de morts. Là, on en est à une vingtaine de milliers. Mais là, le premier niveau de létalité maintenant, enfin là où on en est arrivé, c'est 0,5%. Alors 0,5%. Ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître peu, pardon, ça peut paraître faible, et c'est faible. Il y a des virus qui sont redoutables.
si on avait un virus Ebola, on est sur quelque chose extrêmement dangereux et qui fait des morts en pagaille. Là, c'est pas le cas. L'essentiel des gens font des formes bénignes, beaucoup font des formes asymptomatiques, et on a une petite partie qui fait des formes graves et une encore plus petite partie qui va décéder, 0,5%. Et ça baissera peut-être encore un peu, puisque ce n'est qu'une première évaluation sur des données incomplètes. On n'a pas suffisamment testé la population pour avoir une vue complètement fiable de ce qu'est de ce que sont les formes asymptomatiques. Donc 0,5%, c'est pas beaucoup, sauf que vu le nombre de patients contaminés, et là par contre ce virus est extrêmement contagieux, il a un patient en contamine 3 en moyenne, donc ça va très vite. Et on peut envisager, si on laisse le virus filer, et c'est ce qu'on a envisagé, une contamination massive de 50 millions de personnes en France. Donc là, quand on fait du 0,5 de tout ça, ça commence à monter dans les tours. Et là, on est sur 200 000 morts, 300 000 morts. Enfin voilà. Donc là, on est sur quelque chose de pas acceptable. Alors pas que 1000 ce soit acceptable, c'est pas ce que je dis. Mais après, c'est là aussi un rapport bénéfice-risque. Combien vont avoir les effets collatéraux que je décrivais pour ceux qui consultent pas, combien en EHPAD se laissent glisser parce qu'ils ont plus de visites et que à un moment donné ils se dégradent. Donc on aurait pu dire s'il y avait 20 000 morts, le risque du confinement, enfin tout ce que va induire le confinement va aussi induire des risques. Ça valait pas le coup de confiner. Là, quand on est devant un risque de 200 à 300 000 morts et qu'on n'a pas, parce qu'on n'a pas prévu, parce qu'on a flingué le service public pendant des dizaines d'années. Je rappelle, on a quand même perdu 100 000 lits en 20 ans, c'est-à-dire 20% de nos capacités d'hospitalisation. Alors que pendant ce temps-là, la population continuait à croître. Quand on est arrivé à cette situation, il n'y avait plus d'autre solution que le confinement généralisé. C'est une méthode moyenâgeuse, c'est vrai. C'est ce qu'on faisait quand on n'avait rien, quoi. On se cachait de la peste. Mais là, on n'était pas loin d'avoir pas grand-chose. Donc on a été contraint à faire ça. Donc là, on va avoir, avec le déconfinement, une population non immunisée, à 6% d'après Pasteur, qui va être remise en contact avec des patients positifs, puisque l'essentiel des formes étant asymptomatiques, alors même si on a vraiment réussi avec ce confinement à ralentir la propagation de l'épidémie, à éviter le débordement des services de santé, parce que là, si ça avait eu lieu, en effet, ça voulait dire des gens qui se ruaient sur les hôpitaux, qui ne pouvaient pas les accueillir, et une létalité qui aurait monté en flèche faute de soins. C'était ça le risque. Donc ce premier écueil est évité, mais si on déconfine comme ça du jour au lendemain, on va voir repartir l'épidémie. Alors, pas dans les mêmes conditions, puisque les hôpitaux, finalement, sont plus préparés aujourd'hui, en ayant créé des places de réanimation, même si les équipes sont plus fatiguées. Et puis, toujours une inconnue sur notre niveau logistique. C'est compliqué, cette histoire de masques, de blouses, de respirateurs, que sais-je, parce que on a eu tellement de mensonges. Et moi, quand on entend en janvier que le virus ne va pas venir en France et que 2, il y a des millions de masques en réserve, il n'y a aucun problème. Si ça, c'est pas un mensonge, je sais pas ce que c'est. Puisqu'il n'y avait pas. Les masques, on le sait maintenant, depuis 2011 à 2013, on a abandonné l'idée de stock stratégique, on l'a confié aux différents acteurs locaux et finalement, on était dans un état d'impréparation totale. Et là, on nous raconte que les masques arrivent. La réalité, c'est qu'ils ne sont pas arrivés au bon niveau ou pas du tout dans les structures hospitalières ou dans les EHPAD. Donc, c'est compliqué de faire confiance. Et d'ailleurs, c'est une des clés de ce déconfinement, la confiance. Mais la confiance, on va pas régler le problème avec ceux qui l'ont posé. Elle va se rétablir si à un moment donné les choses deviennent transparentes. Moi, j'ai entendu qu'il y avait une demande à l'Assemblée nationale d'un comité de salut public, c'est ce qui a été dit, pour regroupant tous les groupes politiques représentés à l'Assemblée, pour qu'ils aient tous les éléments et qu'ils travaillent tous en commun, en confiance, en transparence. Qu'on dise quand on a une difficulté, c'est pas la peine de toujours essayer de camoufler les choses, c'est ce qui tue la confiance. Mais qu'on puisse, avec les moyens que nous avons aujourd'hui, appliquer une stratégie. Pour l'instant,
on est sur une gestion très centralisée, très autoritaire. Là aussi, il y aura besoin de décentraliser largement la gestion. On voit bien d'ailleurs, les initiatives locales sont très nombreuses et efficaces. Et donc, il faut qu'on soit capable aujourd'hui de ne pas raisonner avec un chef de guerre, hein, puisque moi j'étais très dubitatif sur l'idée de cette guerre. C'est pas une guerre, c'est une crise sanitaire. Et une crise sanitaire, on n'y répond pas avec des flingues, mais avec de l'intelligence collective. Sous Buzyn, le rapporteur, c'était Véran. Rien n'a vraiment changé. Donc on a besoin de ça, et puis on a besoin de complètement changer la gouvernance de nos hôpitaux. Alors, le mot gouvernance, c'est affreux, mais aujourd'hui c'est ça. On a donné, avec la loi Bachelot, c'était Sarkozy qui voulait ça, un seul patron à l'hôpital, tout pouvoir au directeur. On a retiré le pouvoir aux soignants. Alors, il ne l'avait pas complètement, mais c'était quelque chose, une gestion partagée. Aujourd'hui, il faut revenir à ça et même aller plus loin, c'est-à-dire qu'on aurait vraiment besoin de constituer, alors pas d'ailleurs que dans la santé, c'est cette logique, il faut la défendre, y compris dans l'économie, y compris dans le social, mais de constituer un véritable collectif, un conseil sanitaire de territoire qui peut regrouper un canton ou un peu plus large, ça dépend des bassins de vie, où il y aurait des administratifs, des professionnels, des syndicalistes, des élus, des associations de patients qui permettraient de faire le point de ce dont on a besoin sur un territoire, des besoins de santé, de l'harmoniser sur le plan régional et d'avoir les moyens avec ce comité de contrôler l'application. Parce que c'est ça qu'on doit aujourd'hui mener, une capacité de proposition et de contrôle pour que les choses se fassent. On voit bien là, avec la logique de gestion technocratique qui a été celle de l'hôpital public avec les ARH puis les ARS, qu'on est sur une véritable faillite. Donc là, il y a une véritable démocratie sanitaire à reconstruire. Et puis je m'arrêterai là-dessus. Voilà. Au revoir.